Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. La France a vécu au rythme de la polémique et des révélations autour de l'affaire Jean Portmanoff, un streamer retrouvé mort dans la nuit du 17 août. Les uns parlent d'un nouveau jeu du cirque, d'autres disent la barbarie est devenue un bien de consommation. Est-ce la traduction de l'ensauvagement de la société ? C'est un point entre 50 autres, tous les 50 points en question, et celui-là notamment, provenant d'une seule décision qui fut prise il y a bien longtemps sur la manière, on part du plus haut, là, après ça on redescendra un peu plus près du sujet, décidant de la façon dont l'argent public est dépensé en France. Peu de temps, c'est-à-dire fin juin, est paru dans un hebdomadaire un diagramme tout simple qui montrait comment étaient dépensés 1000 € d'argent public, selon une façon de dépenser l'argent qui n'a pas changé, si vous voulez, fondamentalement au cours des 25 ou 30 dernières années. Et on s'aperçoit que tout ce qui concerne le régalien, tout, c'est-à-dire tout ce qui concerne la défense, tout ce qui concerne la sécurité et tout ce qui concerne la justice, sur 1000 €, c'est 61 €. Le plus horrible là-dedans, car c'est naturellement la pierre de touche, la clé de voûte de la société, sur 1000 € d'argent public dépensé pour la justice, 5 €. Alors, pourquoi ça a à voir avec l'affaire en question ? C'est la question qui me vient à l'esprit naturellement en vous écoutant. Voilà, mais j'y viens. Il n'y a naturellement pas un sou pour traiter les cas limites. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui est franchement... C'est un problème de moyens. Ah oui, c'est un problème de moyens et d'affectation de personnel. Si jamais vous avez les moyens de traiter les cas limites, vous avez des tas de gens qui sont, j'utilise des termes de la vie de tous les jours, mais qui ne sont pas assez fous pour qu'on les mette au fond d'un asile, mais qui vont quand même pas très bien, vous n'avez aucun moyen de les traiter. Et donc, naturellement, autour du pauvre type en question, vous avez des individus qui ont une vocation comme ça de bourreau au petit pied et qui sont lâchés dans la nature sans absolument aucun... Mais là, est-ce qu'il y avait un problème de moyens, sachant que l'État, par la voie d'abord des services de police et même l'Arcom, avait commencé à regarder ce dossier. Il s'était intéressé à ce dossier et il n'y a pas eu d'action limitante. C'est ça le problème. Mais est-ce que c'est un problème de moyens ou c'était plutôt un problème de volonté là ? Mais les deux se tiennent, bien entendu. À partir du moment où on s'indigne qu'il y ait des gens qui, depuis la prison, font des gueuletons, disposent de moyens extravagants, c'est naturellement lié au fait qu'on nous avait promis 15 000 places de prison en plus, où on aurait pu mieux disséminer les gens et éviter de telles situations, et qu'on ne l'a pas fait. Donc la restriction des fonds au départ, en cascade, affecte la vie de tous les jours et empêche notamment le fait qu'on surveille et qu'on traite les cas limites potentiellement dangereux. La définition de la psychiatrie, c'est dangereux pour eux-mêmes, c'est-à-dire risque de suicide, ou dangereux pour les autres, l'affaire en question, entre autres. Entre autres, parce que je reviens sur le cas spécifique de Jean Portmanoff. On s'indigne, sans doute à juste titre, de ces vidéos en ligne. Mais, question d'abord aux criminologues, ne sont-elles pas la pointe émergée d'un iceberg ? N'y a-t-il pas d'autres vidéos de direct en ligne aussi, voire violentes aujourd'hui ? Mais bien sûr. Et puis en plus de ça, on est dans l'hypocrisie la plus totale. On dit on bloque ceci, on bloque cela. Il suffit d'avoir un dispositif qui coûte à peu près 5 € par mois et puis on contourne tout ça et on regarde ce qu'on veut. Évidemment. Sans parler du dark web. Même pas, je parle de ce qui est accessible à un gamin à partir du moment où à 10 ans ou 12 ans, il a compris qu'il y a des dispositifs qui permettent de se faire passer comme étant dans un pays différent et puis ça se passe de la manière la plus simple. Et je vous dis, il y en a même qui sont gratuits. Donc les espèces de murailles de Chine de l'Internet sont entièrement factices. Est-ce que la française y compris. La française y compris. Oui. Est-ce que c'est une tendance qui monte ? Non, c'est simplement une espèce de laisser-faire généralisé. On a l'impression, pas uniquement en France, mais en Europe occidentale, et naturellement vous imaginez que des puissances regardent ça de très près, celles qui nous veulent pas trop de bien, comme la Russie ou la Chine par exemple, les pays en question sont en train de lâcher prise sur tout ce qui est le domaine du sécuritaire. C'est de moins en moins
prise en compte. C'est-à-dire que plus ça va, plus on est dans le déclaratif. Alors chaque fois que, par exemple, il y a une émeute quelque part en France, là vous avez un ministre qui arrive, qui dit intolérable, inqualifiable, inadmissible, et puis il rentre chez lui, et puis ça continue comme avant, quoi. Il y a des gens qui pensent sincèrement qu'on peut régler les problèmes simplement en déclarant qu'on n'est pas d'accord avec ça, et qui pensent qu'on peut gouverner un pays simplement en ayant le contrôle sur une partie de l'information. On en est là. Mais dans la rue, les choses ne changent pas. Cela fait maintenant pratiquement un an. Sur la toile. Voilà, évidemment, bah oui, c'est la même chose. Si on veut, on peut. Et si on veut, on peut. Et je dirais qu'à 90%, tout ce qu'il est possible de le faire existe déjà dans le code pénal. Pourquoi ne l'applique-t-on pas ? C'est une loi générale, Xavier Hofer, ça je comprends bien. Juste, et pour terminer d'ailleurs sur ce point, sur cette affaire spécifique des streamers, si on veut, on peut juguler le phénomène ? Oui. Ah bon ? Oui, formellement oui. Le code pénal est ainsi fait que si on l'applique de manière fort rigoureuse, à part le fait de respirer, tout devient quand même extrêmement difficile. Donc quand on veut, on peut. Vous allez voir, naturellement, pour ça, il faut avoir de bons rapports avec la justice, et surtout avec l'espèce d'aristocratie de la justice, qui sont les hauts magistrats. Ces gens-là sont des puits de science, ils ont tout vu depuis qu'ils étaient petits juges d'instruction ou petits procs, et ils sont détenteurs de quelque chose qui est essentiel pour une société, qui est la philosophie du droit. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a le droit de faire, pourquoi on a le droit de faire, pourquoi on n'a pas le droit de le faire, c'est la philosophie du droit. Et les hauts magistrats sont détenteurs de cette philosophie. Mais j'en reviens au point que vous abordiez à l'origine. Ça, il peut y avoir la volonté, mais apparemment, il manque des moyens. 5 euros sur 1000 pour la justice, c'est une honte. Donc peut-être la première volonté, elle est là, c'est de pouvoir augmenter les moyens de la justice. Donc c'est une affaire de volonté politique. Je vous rappelle simplement, pour que les gens aient conscience de la gravité de la situation, la France, par paquet de 100 000 habitants, a 4 fois moins de procureurs que la Pologne. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? 5 euros sur 1000. Peut-être pas le même héritage. Ah oui, mais c'est 50 ans de communisme en moins. Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est vrai aussi de toutes sortes de pays. Je crois que le quota de magistrats par rapport à l'ensemble de la population française, et puis en plus de ça, en Pologne, du temps des communistes, c'était pas les mêmes procureurs. Maintenant, c'est des procureurs d'une justice qui, pour l'essentiel, est démocratique. Eh bien, ils en ont. Vous passez de la France à la Suisse, c'est-à-dire vous passez de Mulhouse à Bâle, et sur les deux ressorts de justice de ces deux villes, l'une en France et l'une en Suisse, vous avez 4 fois moins de magistrats en France que ce qu'il y a en Suisse. Où pensez-vous que les malfaiteurs viennent dans ces conditions-là ? Et voilà. Dans l'actualité, alors justement, on va en parler sous un autre, à travers un autre dossier, Xavier Hofer. Le Figaro consacrait sa une la semaine dernière à la montée en puissance du narcotrafic. Apparemment, les narcos n'ont pas pris de vacances. Non, et ça tient à un phénomène essentiel, parce qu'il y a une origine à tout ça. Vous savez, nous, les criminologues, qu'est-ce qu'on fait ? 8 fois sur 10, notre boulot, ça consiste à faire des diagnostics. Tous les métiers en log, criminologue, archéologue, on fait des diagnostics. On dit voilà ce qu'on a trouvé, et voilà pourquoi on l'a trouvé, et qu'est-ce que ça signifie. Donc, le point qui est à l'origine, à l'heure actuelle de tout, c'est la reine des drogues pour ce début du XXIe siècle, c'est la cocaïne. Tous les bandits au monde adorent le trafic de stupéfiants. Une drogue les rend fous, c'est la cocaïne. Pourquoi ? Parce que si vous avez un peu de chance, si vous êtes bien organisé, vous êtes un caïd, vous organisez 4 voyages et 4 transports de drogue entre le cône nord de l'Amérique latine et la France, et vous êtes milliardaire. Aucune espèce de façon de s'enrichir au monde n'est plus foudroyante que celle du trafic de cocaïne. Premièrement. Deuxièmement, échec américain incommensurable, parce que c'était eux qui étaient chargés de ça, qui s'étaient déclarés chargés de ça, décrétés chargés de ça, dans le cône nord de l'Amérique latine, entre 2012 et 2022. Les statistiques de l'ONU sont assez longues à venir. Il faut accumuler des données, les vérifier, sur 180 pays dans le monde. Mais là, sur la cocaïne et l'Amérique latine, entre 2012 et 2022, la production de cocaïne a augmenté de 430%. On est passé de 980 tonnes à 2700 tonnes. Alors, ils la vendent. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la France ? C'est qu'il y a une inondation
d'une drogue qui est toujours moins chère. Songez que quand M. Darmanin devient ministre de l'Intérieur, 1 gramme de cocaïne coûte 60 €. Là, j'ai parlé la semaine dernière avec des policiers en civil qui, vous savez, se déguisent en drogués et puis qui vont traîner du côté de la gare du Nord. On touche maintenant, dans certains coins à Paris, la cocaïne, le gramme à 30 € le gramme. Et cette drogue-là, elle est toujours plus pure. C'est-à-dire que là aussi, il y a 4 ans... Toujours moins cher, toujours plus pur. Oui, oui. Et voilà, donc il y a 4 ans, elle était pure à 59%, c'est-à-dire qu'il y avait 40% de produits de coupage à la louche, et maintenant elle est pure de 80 à 90%. Ils prennent même plus la peine de la couper, telle qu'ils la reçoivent, telle qu'ils la vendent. Diriez-vous, comme Jérôme Fourquet, que du coup les narcos accroissent aujourd'hui leur emprise? Ils s'enrichissent. Alors s'enrichir, ça ne veut rien dire. Là aussi, je vais donner un chiffre. Oui, surtout si les prix baissent. Voilà, donc évidemment, ils en vendent de plus en plus. Je vais vous donner un chiffre. Vous importez une tonne... Ils en vendent de plus en plus. Ça veut dire que les consommateurs en achètent de plus en plus, ou bien y a-t-il de plus en plus de consommateurs? Un peu les deux, bien sûr. Parce que ceux qui en achetaient déjà en achètent plus parce qu'elle est moins chère, et ceux qui auparavant n'en achetaient pas commencent à en acheter parce que 30 € un gramme de cocaïne, c'est donné, quoi. Il y a encore 20 ans, c'était 120 € le gramme. Alors, la monnaie fluctue, etc. Mais ça veut dire qu'en gros, elle est 4 fois moins chère qu'il y a 20 ans, 4 ou 5 fois moins chère qu'il y a 20 ans. Et donc, le chiffre que je voulais vous donner est le suivant. Vous êtes un caïd. Vous récupérez une tonne de cocaïne à Marseille. Vous la payez naturellement au prix de gros. Vous la vendez. Eh bien, une fois que vous avez fini de la vendre, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires, vous défalquez de ça ce que vous coûte votre gang, ce que vous coûte la corruption des gens qu'il faut corrompre en pareil cas, et toutes les dépenses que vous avez à faire, et vous héritez comme profit de 22 à 25 millions d'euros, une tonne de cocaïne. Alors avec ça, naturellement, vous avez une capacité corruptrice très importante et vous pouvez infiltrer cet argent sale dans l'économie légale. C'est ça qui se passe. On a vu comment cette emprise des narcos, comment elle se traduit, en tous les cas, un certain nombre de faits qui se sont produits au cours des dernières semaines ont marqué les esprits. Je pense notamment au courrier à Bagnols-sur-Cèze d'un groupe criminel s'excusant des dommages causés et proposant ses services aux habitants des quartiers concernés. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire et comme analyse? Alors, un des principes de base de la criminologie, c'est enfantin. Un enfant de 4 ans, là aussi, peut le comprendre aisément. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Quand on ne les arrête pas, eh bien, ils continuent. Après tout, les méfaits qu'ils commettent, c'est la seule façon, qu'ils ont de gagner leur vie. Jean-Marc Leclerc signalait, avec un brin de facétie dans son dossier paru dans le Figaro la semaine dernière, que les lettres ne comportent aucune faute d'orthographe. Évidemment, je veux dire, à partir du moment où vous commencez à avoir de l'argent, vous avez des conseillers, vous avez des avocats ripoux, vous avez, hélas même, c'est rare, mais ça existe, des magistrats ripoux. Vous avez toutes sortes de conseillers autour de vous. Ces gens-là, non seulement vous disent « arrête-toi, là, ils sont vraiment fâchés, il faut t'écraser pendant 1 semaine ou 2 », et ce que la mafia, la vraie, en Sicile, ces gens-là, en France, c'est pas des mafieux, c'est des petits voyous, mais des voyous avec des milliards, ça peut quand même faire des dégâts. Et donc, les mafieux de Sicile ont un très joli proverbe qui dit... Vous savez, les joncs au bord des étangs, ils disent « courbe-toi, jonc, la crue passe ». Alors le jonc se courbe et puis dès que la crue est finie, hop, il se redresse. Donc c'est ça qu'ils font. Et là-dedans, bien entendu, il y a des gens qui sont capables de leur corriger leurs fautes d'orthographe, évidemment, ou d'écrire les lettres à leur place. C'est pas simplement ChatGPT, c'est non. Est-ce que, on voit également, on l'a vu, les piscines gonflables à Cavaillon, le feu d'artifice célébrant les beaux chiffres d'affaires, entre guillemets, bien évidemment, à Marseille. Est-ce qu'on est en train de franchir un nouveau seuil, Xavier Hofer? Oui, je vous dis l'impression que dans l'Union européenne, beaucoup d'États de l'Union européenne sont en train de
perdre pied en matière de Qu'est-ce que ça veut dire trafic. perdre pied? Est-ce qu'on va arriver à une situation sud-américaine? Par exemple, on dit que la Belgique est un narco-État, ce qui paraît quand même assez extravagant. Est-ce que la Belgique est en train de devenir la Colombie des années 80-90? Je vais y venir, mais je vais vous raconter encore une beaucoup plus horriblement drôle en ce qui concerne le laxisme. Il y avait un garçon qui avait été mis en prison parce qu'il avait fait des braquages. Et les derniers braquages qu'il avait fait, il les avait fait avec un pistolet factice, mais qui ressemblait vraiment à un vrai. Alors, c'était au greffe, et quand il est sorti, on lui a rendu son pistolet factice. Je vous jure. Voilà. Donc, alors ça, c'est bon, c'est pour montrer que des fois, on marche un peu sur la tête. Mais non, il n'y a aucun risque de cette. Il n'y a pas de risque qu'il y ait une latinisation? Je suis pas. Le risque existe si, à un moment ou à un autre, l'appareil d'État français n'y met pas bon ordre. Si l'appareil d'État y met bon ordre, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec de hauts dirigeants de la gendarmerie nationale, car c'est elle qui est concernée. On entend des farfelus disent il faut envoyer l'armée, etc. C'est pas du tout ça. L'armée est faite pour tuer les gens, elle n'est pas faite pour rétablir l'ordre. Le rétablissement de l'ordre sur le territoire national, si ça va mal, c'est la gendarmerie nationale qui a les moyens humains, une force militaire, 120 000 hommes. Et j'ai eu affaire à des gens de haut niveau que je connais. J'ai été prof à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. Donc ils m'ont dit les yeux dans les yeux, on en reçoit l'ordre, on remet l'ordre en 6 mois, quoi. Voilà. Donc c'est un problème d'ordre. C'est un problème. Dernière question, justement, Xavier Hofer, est-ce que le tandem Retailleau-Darmanin prend les mesures adéquates de votre point de vue? Alors, je vais séparer les deux cas. Monsieur Retailleau est sincère. Mon sentiment est qu'il n'a pas pris la mesure de l'extraordinaire complexité de la machine qu'est le ministère de l'Intérieur, qui est en réalité 3 ministères en un. C'est le ministère de la Sécurité, c'est le ministère du maillage territorial et c'est le ministère des cultes. Donc c'est épouvantablement complexe. En plus de ça, quand vous avez 4 ou 5 ans devant vous, ou plusieurs années devant vous, comme un Jox ou un Pasqua ou des gens de cette stature-là, vous prenez l'attelage en main et puis vous le dirigez. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de mesures qui devraient être prises qui ne vont pas jusqu'au terrain, qui ne vont pas jusqu'au sol. Et deuxièmement, M. Darmanin, disons qu'il a, avec la vérité des choses, des rapports plus distants que M. Retailleau. Donc des fois, il faut faire attention à ce qu'il nous dit et à la façon dont il faut l'interpréter. Et tout ce qui est Vendin-le-Vieil, les prisons pour les narcos, ça ne vous paraît pas des mesures adéquates? Ça me paraît être une piqûre d'épingle au milieu de ce qui est un contentieux de masse. Les affaires criminelles en France, la justice appelle ça des contentieux de masse. C'est-à-dire que, par exemple, dans les vrais chiffres du ministère de l'Intérieur, bien interprétés, les cambriolages, pas uniquement les logements, mais tous les cambriolages, les boutiques, les magasins, les mairies, etc., il y en a à peu près, avec ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, le chiffre noir, mais qu'on arrive à déterminer, 1 par minute. Voilà. Et donc, de temps en temps, on prend une affaire, alors on picore quelque chose, et puis on fait une espèce de scandale. Dans les mêmes prisons, c'est pas une bonne mesure? C'est une bonne mesure, mais alors... Pas suffisante? Si vous puis-je faire preuve de mauvais esprit une seconde? Oui, mais rapidement. Voilà. Donc, des journaux, notamment Le Monde, nous disent que les étrangers et la criminalité, il n'y a aucun rapport. Je demande à connaître les 100 prénoms de ceux qui seront mis à Vendin-le-Vieil. Vous allez voir. Combien il y a de Gaulois dans l'affaire. Merci beaucoup, Xavier Hofer. Effectivement, vous faut du mauvais esprit, je le vois. Merci d'être venu sur le plateau du Figaro TV, et on continuera, bien évidemment, on continuera à suivre ces affaires, ces développements. Je crois que ce ne soit pas fini.